Pékin a promis la neutralité carbone d'ici 2060, mais beaucoup se demandent si la réalité de sa production énergétique lui permettra de tenir ce vœu. Le culte de la personnalité du Parti communiste chinois a atteint un nouveau stade. Le chef du parti, Xi Jinping, a été salué comme un timonier par les responsables du Parti communiste. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les leaders mondiaux ont terminé le sommet de l'ONU sur le climat à Glasgow. Mercredi dernier, les États-Unis et la Chine ont conclu un accord visant à renforcer la coopération en matière de climat et à réduire les émissions. Mais une question demeure, la Chine tiendra-t-elle ses promesses ? Le 26e sommet de l'ONU sur le climat, connu sous le nom de COP26, s'est terminé vendredi. Lors de la conférence, l'envoyé américain pour le climat, John Kerry, a publié une déclaration commune avec le négociateur chinois pour le climat, Xie Jianhua. Now, the two largest economies in the world have agreed to work together to raise climate ambition in this decisive decade. Les deux parties se sont mises d'accord sur des domaines clés de coopération afin de combler le fossé des émissions, comme la réduction des émissions de méthane, la protection des forêts et l'abandon progressif du charbon. John Kerry a qualifié l'accord de feuille de route pour la collaboration actuelle et future. The United States and China have no shortage of differences, but on climate, cooperation is the only way to get this job done. Malgré son optimisme, beaucoup se demandent si le Parti communiste chinois respectera ses engagements en matière de climat au prix d'une réduction de la croissance économique. Selon un récent reportage du New York Times, la nouvelle production de charbon de la Chine a dépassé la capacité d'extraction de toute l'Europe occidentale en une seule année, ce qui représente une charge énorme pour les efforts mondiaux en matière de climat. Et bien que Pékin ait promis de s'attaquer aux émissions de méthane, Xi ne s'est pas engagé à respecter l'engagement mondial sur le méthane, un plan signé par plus d'une centaine de pays visant à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici 2030. Qui plus est, le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, n'était pas présent au sommet et n'a pas pris d'autres engagements. Selon un analyste du think tank Heritage Foundation, même si la Chine développe ses énergies renouvelables, comme l'éolien et le solaire, ses efforts pourraient être motivés par des pénuries d'énergie au niveau national, plutôt que par une sincérité dans la lutte contre le changement climatique. Et maintenant, examinons pourquoi beaucoup remettent en question la promesse de zéro émission de la Chine. Un cabinet de services financiers affirme que cela nécessiterait que la Chine restructure presque intégralement son économie. Actuellement, près des 2/3 de l'énergie du pays proviennent du charbon. Un rapport avance que pour que la Chine atteigne zéro émission d'ici 2060, elle devrait fermer environ 600 centrales électriques au charbon. Mais le pays les construit à un rythme qui dépasse celui du reste du monde. Avec ces centrales, la Chine a ajouté plus de 3 fois plus d'énergie au charbon que le reste du monde dans le même laps de temps. Et elle prévoit de générer plus de 200 gigawatts supplémentaires avec les nouvelles centrales en construction. Actuellement, la Chine est le plus gros consommateur de charbon au monde, utilisant plus de la moitié du charbon mondial. Et même pour la Chine, il a fallu des décennies pour atteindre ce point. Si l'on regarde ces données ici, au cours des dernières décennies, bien que d'autres pays aient également augmenté leur consommation de charbon, aucune de leurs courbes n'a été aussi spectaculaire que celle de la Chine. Le pays a plus que doublé sa consommation de charbon au cours des 40 dernières années. La trajectoire sur laquelle elle s'est engagée pourrait être difficile à arrêter. Plus tôt cette année, la Chine a été testée sur sa consommation de charbon. Les autorités chinoises ont ordonné aux mines de charbon de réduire leur production afin de diminuer les émissions, mais une forte augmentation de la demande d'énergie s'est heurtée à la faiblesse des réserves nationales de charbon, ce qui a entraîné une flambée des prix du charbon. Et comme les compagnies d'électricité ne peuvent pas augmenter les prix de l'énergie avant d'avoir obtenu l'accord des autorités, elles ont produit moins d'électricité pour ne pas perdre d'argent. Cela a entraîné des coupures de courant dans certaines régions, le nord-est de la Chine ayant été particulièrement touché. Face à ces pannes, le régime chinois a rouvert des mines de charbon et leur a ordonné d'augmenter leur production. La crise de l'énergie en Chine et la répression du régime à l'encontre de l'industrie des crypto-monnaies créent des opportunités dans l'un de ses pays voisins, mais aussi des problèmes. Le Kazakhstan a du mal à répondre aux besoins énergétiques de son industrie de crypto-monnaies en plein essor. Selon des experts, ce pays d'Asie centrale est désormais le deuxième site d'extraction de bitcoins au monde, après les États-Unis. Les mineurs se sont installés en masse dans le pays en raison des faibles prix de l'énergie et après que la Chine a interdit récemment toutes les transactions et l'extraction de crypto-monnaies.
Cela a posé un dilemme aux autorités locales. Le gouvernement tente de décider comment taxer et réglementer cette industrie largement souterraine et détenue par des étrangers. L'énergie utilisée par les mineurs a obligé le Kazakhstan à importer de l'énergie et à rationner l'approvisionnement national. Renat Malikov est directeur de la société minière locale BTC KZ. Since the beginning of October, we have been facing restrictions. There are periods when the electricity is turned off. There are days when we are provided with only 20% of total capacity to meet our primary needs. Certains voient dans la crypto un moyen de faire rapidement fortune. Mais de nombreux gouvernements craignent que les monnaies numériques gérées par le secteur privé et très volatiles ne sapent leur contrôle des systèmes monétaires. Ils estiment que cela pourrait également nuire aux investisseurs et favoriser la criminalité financière. La plupart des entreprises minières kazakhes étant alimentées par des centrales à charbon vieillissantes, ce secteur est également considéré par beaucoup comme contraire aux objectifs environnementaux mondiaux. Les opérateurs non enregistrés sont considérés comme consommant encore plus d'électricité que les entreprises reconnues. Due to the emergence of many grey miners, companies which mine illegally, there is an electricity deficit in Kazakhstan. Because of the deficit, the government has to limit consumers, and mining companies that work legally, white miners, are the first to fall under the restrictions. Our company is on the list. Malgré tout, tant que les prix de l'énergie au Kazakhstan restent plafonnés à des niveaux artificiellement bas, les mineurs n'iront probablement nulle part. Le culte de la personnalité du Parti communiste chinois a atteint un nouveau stade. Vendredi, le chef du parti, Xi Jinping, a été salué comme un timonier et un leader du peuple par les responsables du Parti communiste. C'est le terme qui a été utilisé pour le premier dirigeant communiste chinois, Mao Tse-tung. Mao a lancé la brutale révolution culturelle de la Chine qui a duré 10 ans. Et l'ambitieux grand bond en avant de Mao a fait mourir de faim des millions de Chinois. Aujourd'hui, Xi Jinping récupère ce titre pour son leadership. À l'issue d'une réunion à huis clos de 4 jours, connue sous le nom de 6e plénum, le parti a adopté une résolution historique, soulignant les réalisations sous Xi Jinping et renforçant sa position centrale au sein du parti. La résolution ne mentionnait pas les moments sombres du passé du parti. On s'attend à ce que Xi Jinping obtienne l'année prochaine un 3e mandat sans précédent à la tête du parti. Certains experts pensent même que l'objectif de Xi Jinping est de rester au pouvoir à vie, comme ses prédécesseurs Mao Tse-tung et Deng Xiaoping. Pourtant, l'injustice sociale omniprésente en Chine communiste et l'écart de richesse béant menacent la légitimité du pouvoir du Parti communiste. Un artiste danois demande aux autorités de Hong Kong l'assurance qu'il ne sera pas poursuivi en application de la loi sur la sécurité nationale de la ville. Le sculpteur a l'intention de ramener son œuvre au Danemark. Il s'agit d'une statue appelée le Pilier de la honte qui représente le massacre de la place Tiananmen en 1989. Le créateur d'une statue qui commémore les manifestants tués lors de la répression de la place Tiananmen dit vouloir bénéficier de l'immunité face à la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong afin de pouvoir ramener la sculpture au Danemark. L'artiste Jens Galschiot a formulé cette demande dans une lettre ouverte vendredi, affirmant que sa présence dans la ville était nécessaire au bon déroulement de l'opération de déplacement du Pilier de la honte. Galschiot a indiqué qu'il souhaitait être rassuré sur le fait qu'il ne serait pas poursuivi en application de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020. Cette loi vise à punir ce que le PCC considère comme des actes de subversion, de sécession, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères. La sculpture en cuivre de 8 mètres de haut et de 2 tonnes représente des dizaines de corps déchirés et tordus et est censée commémorer la répression par le PCC des manifestants pro-démocratie sur la place Tiananmen. Elle est exposée à l'Université de Hong Kong depuis plus de 20 ans et a été prêtée à perpétuité par le sculpteur danois à un groupe local de la société civile, l'Alliance de Hong Kong pour le soutien des mouvements démocratiques et patriotiques en Chine. Cependant, en octobre, l'école a demandé au groupe de retirer la statue de ses locaux et lui a fixé un délai qui a expiré il y a 1 mois. Tout cela alors que l'Alliance s'était déjà dissoute quelques semaines auparavant, certains de ses membres étant accusés d'infraction à la sécurité nationale. L'université, le bureau de la sécurité de Hong Kong et le département de l'immigration n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.